Rebonjour à toutes et à tous. Donc l'exercice qu'on va vous présenter est un exercice réel. C'est-à-dire que c'est une histoire vraie d'une patiente que nous prenons en charge actuellement et qui va vous montrer comment finalement au fur et à mesure de l'évolution, cette notion de RCP prend cher en fait. Et comment c'est bien l'interaction entre nous tous qui fait que les décisions sont bien faites. Donc je vous présente le docteur Anne-Vincent Salomon, qui est pathologiste responsable du pôle de médecine diagnostique et théranostique. On dit tout ce qui est diagnostic, si vous voulez, anapathe et biologique, et qui, donc, vous avez compris, joue un rôle absolument essentiel. Sans diagnostic, il n'y a pas de traitement. Le docteur Enor Alas, qui est chirurgien, donc qui opère, j'espère, en tous les cas. Et vous verrez d'ailleurs à quel point la chirurgie... la chirurgie est un élément important de la discussion, y compris dans le cadre d'un cancer du sein métastatique. À côté du docteur Fourquet, qui est radiothérapeute, et qui va finalement conjuguer avec Enora un peu les discussions sur le traitement local. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait d'une métastase, d'une rechute? Est-ce qu'il faut vraiment s'en occuper localement? C'est un des aspects partiels de la discussion qui vient d'avoir lieu. Le docteur Delphine Loira, qui est oncologue médical, donc une des collègues du département. Et le docteur Raphaël Benchimol, qui est radiologue. Pareil, sans bonne imagerie, il n'y a pas de bon diagnostic. Et s'il n'y a pas de bon diagnostic, encore une fois, il n'y a pas de bon traitement. Et vous allez voir aussi à quel point l'imagerie est en train de changer de dimension pour devenir une discipline également thérapeutique et qui rend des services absolument signalés maintenant au quotidien. Delphine, je te passe la parole. Je ne sais pas où elle est. C'est la dernière. On n'a pas de récup. Voilà. C'est bon. Donc, oui, en fait, on n'a pas d'écran. Donc Vous avez un retour. Un retour, ça y est. Parfait. Donc, c'est une jeune patiente qu'on a rencontrée à l'Institut Curie en 1995. Donc, moi, plus tardivement, à 44 ans, j'étais née quand même, alors. À 44 ans, elle a eu un diagnostic d'une tumeur du sein droit, une tumeur de 15 mm, qui n'avait pas de ganglion sentinelle suspect à l'examen clinique. Donc, on a fait un bilan complet, notamment une mammographie, une échographie. Et puis, il a été décidé de l'opérer de façon première. Ce n'était pas de foi non plus à l'époque. On a pu faire une mastectomie partielle, donc on a pu conserver le sein, et elle a eu un curage ganglionnaire en 1995. La technique du ganglion sentinelle n'était pas généralisée. Et donc les résultats de la chirurgie, une tumeur de 19 mm, donc globalement ce qu'on avait vu à l'échographie, mammographie. Tumeur de haut grade, donc avec un risque de rechute non négligeable, pas de ganglion atteint dans le creux de l'aisselle. Au niveau des résultats de pathologie, donc c'est en histologie, c'est une tumeur qui exprime les récepteurs aux œstrogènes, qui exprime les récepteurs à la progestérone. Et en 1995, on ne recherchait pas l'expression de la molécule HER2. Les thérapies ciblées qui ciblent HER2 ont été utilisées en routine à partir des années 2000. Donc il a été décidé de faire de la radiothérapie du sein droit. Et également d'irradier la chaîne mammaire interne. Donc, Alain, tu étais déjà là, toi, en 95. On a décidé... Elle n'a pas eu de chimiothérapie, et donc en traitement, ce qu'on appelle adjuvant, elle a eu de l'hormonothérapie, du tamoxifène pendant 5 ans, ce qui étaient les recommandations à l'époque. Puis après, elle a été surveillée jusqu'en 2013. En 2013, on la voit en consultation de surveillance. Donc, ce qu'on vous disait, c'est qu'il n'y a pas forcément d'examen systémique de tout le corps dans le cadre de la surveillance. La surveillance est principalement clinique. C'est nos yeux de médecin, c'est l'écoute de la patiente, de ses symptômes, et également l'échographie, la mammographie pour rechercher des récidives locales. Elle a un lymphœdème, c'est-à-dire que le bras qui a été opéré, enfin du côté opéré, est augmenté de volume, mais ce n'est pas forcément un signe d'appel, parce que c'est ce qui arrive souvent après un curage ganglionnaire. 15%. Elle a eu un... Pardon. D'accord. À l'examen clinique, on la déshabille. Donc, en effet, on voit un bras un peu plus large que l'autre. Et puis, surtout, elle a ce qu'on appelle une circulation veineuse collatérale. Donc, au niveau du torse, du côté opéré,
on voit beaucoup mieux la circulation veineuse. En fait, on voit en transparence les veines, ce qu'on ne voit pas. Et souvent, quand on compare le torse d'une patiente, il y a une différence. Donc ça, c'est déjà un signe d'appel pour nous. Et puis, la patiente décrit très bien une perte de sensibilité dans les doigts, également une perte de la motricité fine. Elle a du mal à attraper les objets de la main droite. Et puis, elle a une douleur dans tout le bras et le creux de l'aisselle. Donc, on lui demande des examens complémentaires. Et donc, Raphaël, tu vas nous commenter Ouais. la diapositive, pardon, excusez-moi. L'imagerie donc, est obtenue pour cette patiente. Si on peut baisser un peu l'éclairage, ça serait bien. Je ne sais pas si quelqu'un peut le faire. Bon. Donc, devant le trouble de la sensibilité de la motricité du membre supérieur droit, ce qu'on recommande en imagerie, c'est d'aller explorer tout le paquet nerveux qui part donc du cou, des racines cervicales, et qui est dessiné aux deux bras, et notamment au bras droit. Donc on fait une IRM du rachis cervical avec une séquence qui va être frontale. Donc cette séquence-là, on explore tous les nerfs qui vont vers les deux bras, et notamment le bras droit. Je vous ai mis un petit schéma ici pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Tout simplement, il y a les nerfs qui partent de la colonne vertébrale et qui sont dessinés au bras pour la sensibilité et la motricité. Et on trouve un infiltrat tissulaire qui touche la région axillaire et sous-claviculaire droite. Donc, par comparaison, c'est exactement à ce niveau-là et qui fait effectivement suspecter une récidive tumorale. Donc, secondairement, on explore cette anomalie IRM en échographie et on tombe effectivement sur une lésion suspecte qui est secondairement biopsiée et qui confirme un diagnostic de donc récidive à ce niveau-là. Donc effectivement, il y a une biopsie qui est faite. Docteur Loira, docteur Salomon. Alors, donc on organise une biopsie parce qu'il faut caractériser cette suspicion de récidive de la maladie. Donc on envoie la patiente en radiologie interventionnelle pour qu'il y ait une biopsie. Le prélèvement est envoyé au laboratoire et Anne Vincent nous répond quelques jours plus tard. Quelques jours plus tard, temps nécessaire à l'analyse de ce tissu qui nous est confié. Et on retrouve, là vous avez vu dans les exposés précédents l'importance de regarder le maintien du même phénotype, de l'expression des récepteurs hormonaux. Et là, en l'occurrence, ce prélèvement montrait la persistance de l'expression des récepteurs aux oestrogènes. Et c'est tous les petits noyaux qu'on ne voit pas du tout à cette grandeur-là, mais qui sont colorés en marron et qu'on répond tous 100% positifs. Et là, il y a une analyse, donc on n'a pas vu, mais on a analysé aussi HER2 parce qu'on est remonté dans le temps et maintenant on a cet élément qui est vraiment important pour la prise en charge. Donc cette patiente, elle a une récidive locorégionale. On lui a fait un bilan global qui ne montre pas de maladie en dehors de l'aisselle et du creux susclaviculaire droit. Et donc on est à 18 ans de la prise en charge initiale et c'est le même type de cancer qui a récidivé. Donc ce qu'on vous disait, ça peut revenir de façon très tardive. Et donc on met en place donc, ce qu'on appelle la RCP, donc, qui est la discussion pluridisciplinaire, donc oncologue médical, chirurgien, radiologue, je pense que vous avez compris l'esprit, qui permet à la fois de revoir les éléments du diagnostic, puisque là on a fait le diagnostic, donc on revoit les éléments du diagnostic, et après ça il y a une discussion qui est thérapeutique. Donc peut-être Dr Benchimol pour revoir un peu les éléments d'imagerie. Voilà, alors ça c'était juste pour vous montrer que cette récidive finalement axillaire et sous-claviculaire droite, elle est visible sur toutes les formes d'imagerie. Elle a été diagnostiquée sur l'IRM, puisque l'IRM est un examen vraiment très sensible pour l'exploration nerveuse. Donc on commence généralement par ça, mais on voit la récidive sur toutes les formes d'imagerie. Et là, en scanner, on voit très bien l'infiltrat tissulaire qui dans la région sous-claviculaire et axillaire droite, qui englobe en fait toute la région du plexus brachial et également de la veine axillaire, ce qui explique la circulation veineuse collatérale qui était visible cliniquement et le lymphœdème du bras, et donc également l'infiltrat lymphatique et donc le lymphœdème du bras droit qui a révélé la récidive. Et donc, parmi les questions à se poser, il y a la question tout d'abord du traitement local. C'est une récidive qui est plutôt isolée. Et la première question, éventuellement, celle de l'abord chirurgical, docteur Lass. Ça, c'est la conclusion.
Oui, donc il s'agit d'une récidive loco-régionale, localisée, pour laquelle éventuellement la chirurgie pourrait agir. Il faudrait pour cela enlever toute la zone qui est atteinte. Le but de la chirurgie dans ces cas-là, c'est d'enlever toute la zone et avec, si possible, avec des marges de sécurité. Donc, ce qu'on prend en compte, c'est est-ce que c'est enlevable avec marge ? Est-ce que techniquement c'est faisable sans être délétère sur le plan fonctionnel ? Alors, Raphaël vous explique que ça englobe le plexus brachial, la veine axillaire. La veine axillaire, c'est pas trop un problème, ça se coupe les veines axillaires. Le corps est bien fait, il y a des collatéralités qui se mettent en place. Par contre, le plexus brachial, non, ça on peut pas. Il y a l'os, il y a la peau. Donc là, techniquement, chirurgicalement, ça n'est pas enlevable. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Docteur Fourquet. Alors l'autre solution, ça peut être de délivrer un traitement par irradiation, une radiothérapie loco-régionale avec un certain nombre de limites qui sont liées au traitement antérieurement reçu. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est refaire un scanner dans une position de traitement et reconstituer les doses reçues quand on peut récupérer les dossiers techniques initiaux sur les différents volumes qui avaient pu être traités une vingtaine d'années auparavant. Et à partir de là, déterminer si on peut délivrer de nouveau une irradiation sur d'autres volumes sans risquer que les volumes traités se recoupent et donc pourrait entraîner des complications aiguës et des gros problèmes. Donc là, en l'occurrence, on a pu reconstituer tout ça. Et on a pu déterminer qu'il était possible de refaire une irradiation qui, à ce moment-là, très ciblée sur la zone de récidive, avec néanmoins une marge autour, de façon à s'assurer de contrôler la maladie au-delà de ce qui est détectable par l'imagerie, parce qu'il y a toute l'extension microscopique. Donc on utilise des techniques maintenant qui sont assez ciblées. Peut-être que tu peux cliquer, Paul, sur la petite vidéo à droite, ça va très vite. C'est juste si ça marche, sinon c'est pas très grave. Non, ça, voilà, vas-y. Juste pour vous montrer la reconstruction, c'est en fait ce qu'on appelle de l'arc thérapie, c'est-à-dire que la délivrance de l'irradiation se fait par un mouvement continu en arc, ce qui permet de distribuer la dose par beaucoup d'endroits et de bien cibler surtout cette région-là. Et les deux images-là, c'est la répartition de la dose. Donc les différents niveaux de couleur correspondent aux différents niveaux de dose très ciblés sur la récidive elle-même. Donc là, on a fait un traitement sur, je crois, c'est cette patiente sur 25 séances, ou un peu plus, parce qu'on a donné un peu plus sur la partie principale de la tumeur, sur ce qu'on appelle un fractionnement classique, étalé dans le temps. On a maintenant de plus en plus de schémas de fractionnement plus courts, ce qui permet de délivrer des traitements équivalents en termes d'efficacité, mais sur des traitements plus courts. Alors, toute la question et la discussion, c'est à la fois ça, c'est aussi éventuellement, est-ce qu'après une irradiation qui permettrait de faire diminuer les lésions, il faut peut-être rediscuter d'une chirurgie, parce que des fois, ça diminue suffisamment pour qu'une chirurgie devienne possible. Donc il y a plusieurs étapes dans le suivi. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut faire des traitements loco-régionaux, et en particulier la radiothérapie, qui soient compatibles avec la mise en route d'un nouveau traitement systémique, c'est-à-dire médicamenteux. Et prendre en compte à ce niveau-là les interactions potentielles de la radiothérapie avec la chimiothérapie, c'est loin d'être toujours possible. Avec l'hormonothérapie, en général, c'est beaucoup plus simple. Et avec les nouvelles thérapeutiques, et les thérapeutiques ciblées en particulier, où là, il faut être prudent, parce qu'on n'a pas toujours les données de toxicité combinée de ces différents traitements. Et effectivement, il y a une discussion complémentaire donc, à l'aspect local là, qui vient d'être abordée, qui a été menée, qui est celle du traitement médical. Docteur Loira. Donc, donc on a décidé pour cette patiente de reprendre une nouvelle hormonothérapie. Elle a récidivé à distance de la fin du tamoxifène. Une récidive locale qu'on peut traiter donc localement par de la radiothérapie, mais notre but de donner un traitement systémique, c'est-à-dire un traitement qui va agir sur tout le corps, c'est éventuellement d'attaquer une maladie qu'on n'est pas capable de mesurer, qui serait en dehors du creux de l'épaule, et puis également d'éviter que si la radiothérapie n'a pas éradiqué toutes les cellules tumorales qui sont là, d'éviter qu'il y en ait quelques cellules qui aillent
se disséminer dans le corps. Donc on choisit un traitement par létrozole, une hormonothérapie. Elle est ménopausée maintenant, cette patiente, donc elle a un traitement d'hormonothérapie pour la femme ménopausée. Elle a du létrozole pendant près de 3 ans, enfin plus de 3 ans, qu'elle tolère très bien. Puis après, elle a de nouveau une évolution au niveau local. La patiente sent bien une masse augmentée au niveau de l'épaule droite. Et donc à ce moment-là, elle rentre dans un essai clinique. On ne vous a pas détaillé cet essai. C'était une association d'hormonothérapie et de 2 thérapies ciblées. Elle reste à peu près 6 mois dans l'essai clinique, puis de nouveau, elle a une récidive locale avec la masse qui continue d'augmenter. À ce moment-là, on est en juin 2016, on a de nouvelles thérapies disponibles, de nouveaux types d'hormonothérapie, notamment le Faslodex, c'est une hormonothérapie par voie injectable qu'on délivre une fois par mois, et on l'associe au palbociclib. Donc, comme vous a dit Florence Le Rebourg, ce sont des inhibiteurs du cycle cellulaire qui permettent de bloquer la cellule tumorale, et donc elle ne se divise plus. Des nouvelles thérapies qui ont donné donc des résultats en survie globale. Elle est sous traitement jusqu'en septembre 2018. En septembre 2018, quand on la voit à l'examen clinique, c'est ce qu'on vous explique, hein, les imageries, les PET scanners, les IRM, ce n'est pas forcément utile. À l'examen clinique, évidemment, à chaque fois qu'on la voit, tous les 3 mois, on fait un examen mammaire. Et à ce moment-là, dans le sein droit, donc le sein qui avait été opéré en 1995, on retrouve au niveau de la surface de la peau des petits nodules qui ressemblent à une récidive cutanée de sa maladie. Et donc là, comme à chaque fois qu'il y a un épisode médical, en fait, le cycle reprend, c'est-à-dire qu'on refait une évaluation clinique, comme vient de vous l'évoquer le docteur Loira, mais également d'imagerie, hein, docteur Benchimol. Donc, devant cette suspicion de récidive, il y a un PET scanner qui est réalisé. Donc, le PET scanner, c'est une imagerie à la fois morphologique avec un scanner qui est couplé à une imagerie fonctionnelle métabolique. Et on va pouvoir mettre en évidence ce petit nodule cutané qui flash ici sur l'imagerie fonctionnelle en rapport et qui fait suspecter une zone d'hyperactivité métabolique. Donc c'est donc concordant avec le diagnostic de récidive locale. En échographie ciblée, on arrive secondairement à très bien voir ce petit nodule et le petit vaisseau qui le nourrit en Doppler énergie. Et donc la discussion continue, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le tour diagnostique, on passe la biologie. Si on passe la biologie, qu'on considère qu'elle est normale et qu'elle n'est pas limitante, il n'y a pas de crise viscérale, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Et donc à nouveau se pose la question de la chirurgie éventuellement, docteur Lass. Donc il s'agit à nouveau d'une récidive localisée. Cette fois-ci, elle est localisée dans le sein, donc c'est beaucoup plus facile chirurgicalement de l'atteindre. Ça concerne la peau et le muscle, ce que Raphaël, vous n'avez pas bien montré, désolé Raphaël, mais en tout cas, ça atteignait, non mais c'est important pour ma partie à moi, ça atteint le muscle et une grande partie de la peau chez une patiente qui, rappelons-le, a eu des rayons en 95, donc sur un sein irradié. La chirurgie est toujours plus difficile en terrain irradié parce que la peau a été abîmée par les rayons et la cicatrisation est plus difficile, ce qui fait qu'en fait, on peut opérer cette patiente en enlevant, comme je vous disais tout à l'heure, l'ensemble de la lésion avec des marges de sécurité. Par contre, on ne pourra pas fermer la peau. D'accord ? Ça n'est pas vraiment un problème parce qu'il y a plein de techniques qui permettent de faire ce qu'on appelle des couvertures, en particulier les lambeaux dorsaux, ce qu'on connaît déjà très bien pour la reconstruction mammaire, donc hors du contexte métastatique ou en contexte métastatique, mais en tout cas pour la reconstruction. Là, on s'en sert non pas pour reconstruire le sein, mais juste pour recouvrir la zone qu'on va enlever. Donc on enlève le sein, l'ensemble de la peau et des nodules qui y sont, et le muscle pectoral. On peut tout à fait enlever un muscle pectoral, ça ne pose pas de problème sur le plan fonctionnel. Et on fait une couverture par muscle dorsal, c'est-à-dire que le muscle dorsal, c'est ce qu'on voit. Pardon. C'est le muscle qui se trouve ici, et en fait, il est prélevé, et là, on peut fermer sans problème, d'accord ? Et on le fait migrer, donc il est branché sur son vaisseau, et c'est comme si vous preniez une lampe branchée à une prise, et que vous vous contentiez de débrancher, justement, non pas de la débrancher, de déplacer la lampe, en la laissant brancher sur la même prise, d'accord ? Et donc ça permet de vasculariser ce muscle et de couvrir toute la zone qui a été retirée. Donc là, on a décidé d'opérer la patiente. Ce qui permet aussi de générer des résultats anatopathologiques, biologiques, ce qui est donc encore une fois dans la documentation itérative de la maladie. Docteur Salomon ? Voilà, donc,
La tumeur garde le même phénotype avec une expression des récepteurs aux oestrogènes, à la progestérone. Là, c'est le Ki-67 qui montre que les cellules prolifèrent et HER2, effectivement, reste négatif. Alors, le collègue oncologue médical demandait également qu'on aille rechercher des anomalies moléculaires éventuelles dans la tumeur, puisque c'est possible maintenant par des techniques de séquençage à haut débit au niveau de l'ADN tumoral et non pas de l'ADN extrait d'un tube de sang. Et là, en l'occurrence, on nous a demandé de rechercher la présence d'une mutation du gène PIK3CA qui aurait pu donner la possibilité d'utiliser une thérapie ciblée. En l'occurrence, là, il n'y a pas de mutation. Et puis, alors là, il avait été également demandé de rechercher la présence d'une mutation de BRCA1 ou de BRCA2, mais dans la tumeur, qui s'est avérée négative également. Merci beaucoup. Donc on dispose là d'éléments diagnostiques et thérapeutiques. La question est celle du traitement médical. Vous avez vu l'aspect local, l'aspect médical. Comme il s'agissait d'une évolution localisée, on a considéré que le traitement médical gardait son efficacité systémique. Donc il a été poursuivi pendant assez longtemps, jusqu'à l'apparition, plusieurs mois après, de métastases vertébrales. Donc autrement dit, une maladie authentiquement métastatique avec l'apparition de lésions à distance, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qui donne lieu donc à une imagerie, Dr Benchimol. Voilà, donc là, on voit parfaitement deux lésions, une lésion sur la vertèbre L3 avec un tassement débutant et une lésion sur la branche ischio-pubienne. Donc la patiente était assez douloureuse avec une EVA évaluée à environ 7 sur 10 en échelle visuelle. Donc là, ce qu'on peut proposer de nos jours et qui marche plutôt bien, c'est de la radiologie interventionnelle et notamment les actes de cimentoplastie. Alors, effectivement, la discussion, comme toujours, maintenant je pense que vous l'avez entendu, donc on est dans le 3e cycle du RCP. Qu'est-ce qu'on fait localement? Qu'est-ce qu'on fait sur le plan médical? Le plan médical, on peut discuter de traitement osseux, ce qui a été évoqué tout à l'heure par le docteur Le Rebourg, de chimiothérapie éventuellement, mais surtout, et probablement peut-être plus encore, de traitements locaux. Voilà, donc en fait, là, la patiente était donc douloureuse et la priorité, c'était de calmer la douleur. Donc on va pouvoir proposer un acte de cimentoplastie qui consiste à introduire des trocars dans la vertèbre et à injecter du ciment pour tout simplement stabiliser la vertèbre et donc calmer la douleur. Cet acte de cimentoplastie, c'est un acte à visée purement antalgique qui n'a pas de visée antitumorale. Donc il va falloir discuter en parallèle le traitement de cette récidive au niveau tumoral. Mais l'acte de cimentoplastie permet de contrôler la douleur. Et dans ce cas-là, on avait eu un résultat plutôt bon. On avait fait également un acte sur la branche ischio-pubienne où on avait pu déposer du ciment. Et donc, on avait au total une baisse significative de la douleur qui était, après les deux gestes, évaluée à 1 sur 10 à peu près. Et donc, est-ce qu'il y a, docteur Fourquet, des éléments à discuter sur les compléments éventuels de radiothérapie? Alors, je crois que sur les métastases vertébrales en particulier, quand il y a une atteinte de métastases vertébrales, il y a maintenant des réunions de concertation pluridisciplinaires dédiées à ces localisations métastatiques osseuses qui cherchent en fait à évaluer à la fois par les symptômes. EVA, c'est l'échelle d'évaluation de la douleur, hein, de 0, pas de douleur, 10, une douleur très importante, qui cherche à évaluer non seulement ça, mais également la stabilité du rachis. C'est-à-dire que est-ce que la localisation de la lésion est dans le corps vertébral ou plutôt dans les apophyses, plutôt près de la moelle épinière, ce qui définit ce qu'on peut appeler des épidiorites, c'est-à-dire une extension à l'intérieur du canal. Tout ça va rentrer en jeu sur le type de traitement local qu'il va falloir prévoir. Ça peut être de la chirurgie, hein, ça peut quelquefois être de l'ablation du corps vertébral, ça peut être la mise en place de ciment pour à la fois calmer la douleur, parce que c'est souvent très efficace très vite, et en même temps ça consolide le corps vertébral, ça évite qu'il évolue. Et ça peut être de la radiothérapie, parce qu'il faut effectivement essayer de contrôler la maladie sur le plan local. On peut faire dans certaines lésions qui ne menacent pas sur le plan vertébral, par exemple, et qui ne sont pas extrêmement douloureuses, on ne fait que de la radiothérapie. On peut faire de la radiothérapie. En général, maintenant, on fait des schémas de traitement qui vont de une seule séance à 5 séances la plupart du temps. Et soit on traite toute la zone, soit on fait maintenant de plus en plus ce qu'on appelle la radiothérapie stéréotaxique. C'est-à-dire qu'on va faire converger sur une zone extrêmement ciblée, une dose relativement importante,
Et Florence l'a évoqué tout à l'heure dans sa présentation. Ça devient particulièrement intéressant dans ce qu'on appelle les oligométastases, c'est-à-dire peu de métastases, d'évolution très lente, où on pense qu'en donnant des doses curatives sur un temps très court, on peut arriver à contrôler la maladie beaucoup plus longtemps qu'on ne le faisait jusqu'auparavant. Il y a des essais thérapeutiques en cours dans ce domaine-là, on en saura un peu plus dans quelques années, mais ça fait partie des pistes intéressantes. Merci Alain. Donc on va s'arrêter là pour la RCP. L'idée générale, c'est bien sûr... Il y a aussi des inhibiteurs de résorption osseuse, des médicaments. Je passais rapidement, oui. Mais j'étais pressé par Madame Dubon. Évidemment, encore une fois, chaque histoire est différente. Il y a des points de convergence et puis beaucoup de points de divergence surtout. L'idée là, c'était d'essayer de vous montrer comment on fonctionne en fait. Et cette notion de RCP permanente, éventuellement de RCP spécialisée, de retour en permanence vers l'imagerie et la biologie tumorale, et de discussion entre les différentes spécialités est constante. Pour le sein, on doit avoir 8 ou 9 RCP par semaine, pour ce qui vous donne un peu une ampleur de la charge de travail qui est nécessaire pour proposer le mieux à tout moment. Voilà, je vous remercie. Je remercie mes distingués collègues.